Salut et bienvenue pour le film au pif. Bienvenue pour ce nouveau numéro du film au pif, numéro un peu spécial puisqu'il s'agit de la partie 2 du diptyque concernant El Mariachi et Desperado. Donc que je vous réexplique un petit peu, la dernière fois j'ai pioché un DVD dans lequel il y avait deux films, donc El Mariachi et Desperado, qui sont en plus deux films qui se suivent. Donc quand c'est comme ça, je suis obligé de traiter les deux films. Et donc j'ai décidé de faire deux vidéos, donc de couper le diptyque en deux, et la première vidéo étant consacrée à El Mariachi, donc celle-ci est logiquement consacrée à Desperado. Donc il n'y aura exceptionnellement pas de piochage aujourd'hui, puisque je sais déjà que je dois parler de Desperado. L'avantage, c'est que comme j'ai déjà pas mal parlé du parcours de Robert Rodriguez dans la première partie, dans cette partie-là, on va pouvoir aller un petit peu plus droit au sujet, c'est-à-dire le film qui nous intéresse, c'est-à-dire Desperado. Et donc Desperado, film de 1995, toujours de Robert Rodriguez, puisqu'il s'agit plus ou moins de la suite directe de El Mariachi, plus ou moins puisque comme il y a quand même un changement d'acteur principal en la personne de Antonio Banderas, qui à ce moment-là commençait à devenir assez connu à Hollywood, après avoir joué dans Entretien avec un vampire, ou même encore dans Philadelphia. Là, le rôle de Desperado lui offrait pour la première fois la possibilité d'être le rôle principal d'un film à Hollywood, et ça permettait aussi à Robert Rodriguez d'avoir un acteur hispanique plutôt bankable comme héros de son film. Donc ça servait la cause des deux côtés. Donc ils ont fait un échange d'acteurs principal, et adieu Carlos Gallardo, qui pourtant va faire une apparition dans ce film, puisque cette fois-ci il va jouer un des acolytes mariachi de Antonio Banderas, mais il refile le rôle principal à Antonio Banderas. Et le film part quand même tient compte des événements qui ont eu lieu dans El Mariachi, puisque là dans celui-là, le personnage principal est directement blessé à la main, comme on peut le voir dans El Mariachi. J'en ai pas parlé parce que je voulais pas trop spoiler, mais bon voilà, il lui arrive des trucs quand même dans El Mariachi qui font que dans celui-ci, c'est vraiment lui qui est devenu le tueur à l'étui à guitare rempli de flingues, quoi. Mais on va en reparler un peu plus tard, parce que pour l'instant, on va continuer à s'intéresser au casting de Desperado, qui quand même nous offre pas mal de nouveaux visages qui vont devenir très très connus par la suite. Notamment Salma Hayek, puisque Salma Hayek est quand même devenue une grosse star à Hollywood après ce film, et surtout après son rôle dans Une nuit en enfer aussi d'ailleurs. Tout le monde s'en souvient très très bien, je sais plus comment il l'appelle, Satanico Pandemonium, je crois. Mais là, on l'a découvert vraiment dans Desperado, et c'est vraiment l'atout charme, c'est le moins qu'on puisse dire, du film. On avait aussi pu la voir dans Wild Wild West, aux côtés de Will Smith et de Kevin Kline, où là encore, elle jouait l'atout charme du film. Dans le rôle du méchant, on va avoir Joaquim de Almeida, qui est quand même un acteur avec un visage assez connu. On l'a vu dans quelques films, c'est vrai qu'il joue souvent les méchants, et on l'a vu notamment dans la saison 3 de toujours cette excellente et meilleure série de tous les temps, qui est 24 heures chrono, où, bien sûr, il jouait une fois encore un méchant, mais bon, voilà, il était là, il tenait super bien son rôle, c'est un rôle mémorable, c'est une série, c'est sûr, mais bon, voilà, pour moi, cette série, elle est au niveau des films, quoi. Vraiment, elle a été conçue comme un film, quasiment, et bon, voilà, c'est ce qui fait que je dis que c'est tout le temps la meilleure série de tous les temps. Bon, après, il y en a eu d'autres, derrière, on est bien d'accord, Breaking Bad, c'est très très bon et tout ça, mais pour moi, 24 heures chrono, c'est le début des séries vraiment qualitatives à la télé, et c'est le début du moment où les stars de cinéma ont commencé à s'intéresser aux séries télé, quoi. Et c'est ce qui fait que ça a commencé à devenir super super qualitatif, voire maintenant plus que les films au cinéma. Et alors désolé, parce que je viens de me rendre compte que j'avais oublié une petite étape, c'est-à-dire que j'avais oublié de mettre le menu du DVD sur la télé derrière moi, chose que je fais en général avant de commencer à parler du film, mais là j'ai eu une absence, désolé, donc il me reste encore quelques petites lacunes. Et puis pour en finir avec le casting, je suis obligé de citer cet acteur qui faisait là sa toute première apparition, mais dont le visage est depuis devenu hyper célèbre, puisque je crois qu'il s'agit de l'acteur, même avant Samuel Jackson, qui a joué dans le plus de films, depuis qu'il a débuté sa carrière au cinéma, on va dire, puisqu'il s'agit de Danny Trejo. Danny Trejo, je pense que sa gueule, tout le monde connaît, c'est donc l'acteur qui joue plus tard dans Machete, qui aura donc le rôle principal dans Machete, mais qu'on a vu dans tellement de films, des bons comme des mauvais d'ailleurs, puisqu'il a joué dans Hit, et à côté de ça, il va avoir joué dans des nanars qui sortent direct ou vidéo. Donc c'est vraiment un acteur qui ne fait que travailler tout le temps. Un peu comme Samuel Jackson, sauf que Samuel Jackson a peut-être quand même un meilleur choix au niveau de ses rôles, parce qu'il fait rarement des mauvais films quand même. Alors que là, Danny Trejo, il y a vraiment à boire et à manger, quoi. D'ailleurs, une question me vient concernant cette expression qui signifie, grosso modo, qu'il y a du bon et du moins bon. Dans le boire et dans le manger, c'est quoi qui est considéré comme le bon et c'est quoi qui est considéré comme le pas bon? Parce que bon, on dit ça, mais en fin de compte, boire et manger, c'est bon dans les deux cas. Enfin, à mon goût, quoi.
Ah oui, et puis pour compléter le casting, je me dois aussi de citer la présence de Steve Buscemi, qui a quand même un rôle assez important pour l'histoire, et puis un petit caméo, même je dirais un bon caméo, de Quentin Tarantino, qui a quand même toute une scène, qui est pas très très longue, mais qui est directement culte, puisque au cours de cette scène, il raconte une blague qui depuis est restée dans les annales, sans mauvais jeu de mots. Donc là, on commence déjà à voir au bout du deuxième film, avec la présence de Steve Buscemi et Quentin Tarantino, que l'univers de Robert Rodriguez et de Quentin Tarantino commence à sérieusement se croiser. Deuxième film, donc, qui bénéficie d'un budget beaucoup plus conséquent que sur le premier, puisque là, je crois qu'il a quelque chose comme 7 millions de dollars, là où sur le premier, il avait que 6 000 dollars. Donc, vous voyez que ça fait quand même une sacrée marge, et qu'il va pouvoir laisser un peu plus libre cours à son imagination. Et il va pas s'en priver, donc, très largement, puisque, lors de la présentation de son premier film, je crois que c'était au festival de Sundance, donc le même festival où il a rencontré Quentin Tarantino qui présentait son Reservoir Dogs, il a réussi à séduire la Columbia. Je crois que c'était Harvey Weinstein d'ailleurs, qui travaillait à cette époque-là encore pour la Columbia ou un truc comme ça, et qui lui a signé un contrat pour faire plus ou moins un remake de son film avec un plus gros budget, mais lui, un petit peu à la manière de George Miller sur les Mad Max, ou même de James Cameron pour les Terminator, on voit très bien la différence entre le premier et le deuxième, puisque le deuxième, bénéficiant d'un budget beaucoup plus conséquent, tout de suite, on a un film beaucoup plus mature, beaucoup plus construit, et beaucoup plus présentable. Ça fait beaucoup plus professionnel, quoi. Exactement comme pour Terminator 2 ou Mad Max 2. On peut aussi faire ce parallèle avec Sam Raimi et ses Evil Dead, puisque clairement sur Evil Dead 2, il y a beaucoup plus de budget que sur le premier, et ça se voit à l'image. Et c'est aussi le cas d'ailleurs pour Bad Taste et Brain Dead de Peter Jackson, dont j'ai déjà parlé dans une vidéo précédente, et où là aussi on voit bien la différence de budget entre Brain Dead et Bad Taste, ça fait déjà beaucoup plus professionnel. Et enfin, un petit mot sur la musique du film, parce que là, il faut bien dire qu'on a affaire à une BO monumentale. Franchement, la BO de Desperado, elle est culte de toute façon, et elle est vraiment mémorable. Et même si Robert Rodriguez a pour habitude de musicaliser lui-même ses films, pour la plupart du temps, là encore, sur Desperado, je pense qu'il a l'occasion de faire 2-3 morceaux, mais principalement, il s'est entouré de gens un peu plus calibrés, et notamment de Los Lobos, donc le groupe Los Lobos qui avait fait toute la bande originale du film La Bamba, donc plus le titre que tout le monde connaît, qu'on a surentendu à la radio, La Bamba. Donc Los Lobos s'occupe en grande partie de la bande originale de Desperado, et on va aussi retrouver, je crois, 2-3 morceaux de Dire Straits, qui est un groupe excellent aussi, qui fait pas mal de country rock. Je pense que tout le monde connaît Dire Straits, ou en tout cas tout le monde devrait. Et donc voilà, pour la musique, on a ce calibre-là. Donc là, si vous voulez un peu plus d'anecdotes sur le parcours de réalisateur de Robert Rodriguez, je vous conseille de regarder la première partie de cette vidéo, donc celle consacrée à El Mariachi, où je parle un peu plus de tous ses films, de toute sa filmographie, et j'explique un petit peu plus comment il en est arrivé là où il en est aujourd'hui, et surtout comment il a pu financer son premier projet, parce qu'au tout départ, clairement, c'était pas gagné. Hein, le mec s'est quand même fait tout seul. Et puis concernant la présente vidéo, on va passer à l'histoire de Desperado. Alors, le film commence sur le personnage de Steve Buscemi, qui va rentrer dans un bar, dans un bled mexicain quelconque, et il va s'approcher du comptoir et il va réclamer une bière. Et puis là, il va commencer à raconter une histoire au barman, que dans le bled où il était juste avant, il est aussi allé dans un bar. Et là, il y a un immense Mexicain hyper ténébreux, équipé d'un étui à guitare bourré de flingue, qui est rentré dans le bar, qui est allé poser des questions au barman, qui lui a probablement pas répondu ce qu'il voulait entendre. Et là, le type a commencé à dézinguer tout le monde. Alors pourquoi est-ce qu'il raconte cette histoire à ce barman? Simplement parce que son rôle à lui, c'est un petit peu justement, il est de mèche avec Antonio Banderas, et son rôle c'est de créer une légende autour de ce personnage, du tueur à l'étui à guitare, histoire de déjà faire flipper les mecs, parce que dans le fond, Antonio Banderas est à la recherche de quelqu'un qui s'appelle Bucho, et donc en racontant cette histoire au barman, Steve Buscemi cherche à provoquer des réactions chez ce gars-là, et chez les 2-3 gars qui sont, on va dire, ses hommes de main, quoi. Et histoire de savoir si, en fait, ce bar, c'est pas la propriété d'un certain Bucho, donc le mec qui recherche. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que la technique fonctionne super bien, puisque avoir la réaction du barman et des quelques habitués qu'il y a autour de lui, on comprend très bien que le nom de Bucho l'aurait pas inconnu. Et à partir de là, Steve Buscemi sait qu'il peut envoyer Antonio Banderas dans ce bar, il obtiendra certainement des réponses. Et c'est exactement ce qu'il va faire dès le lendemain, en se rendant dans ce bar, avec son étui à guitare. Sauf que, bon, évidemment, Steve Buscemi, en racontant la légende, il a amplifié le truc, il en a rajouté des tonnes. Et là, Antonio Banderas, il arrive l'air décontracté, avec une queue de cheval, le visage dégagé, pas du tout ténébreux, pas comme dans ce que a raconté Steve Buscemi la veille au soir, quoi. Donc, les mecs, ils sont tout de suite douteux, mais
ça correspond pas vraiment à ce que leur a dit l'autre. Ils vont donc lui demander de vérifier ce qu'il y a dans l'étui à guitare. Et là, malheureusement, après une petite scène de tension, clairement, l'étui à guitare, il est bourré de flingues. Et ça va forcément partir en grosse fusillade des familles, quoi. Scène de gunfight hyper spectaculaire et hyper cinématographique, à la fin de laquelle Antonio Banderas réussit à dessiner à peu près tout le monde dans le bar, mais quand même réussit à se faire blesser aussi. Et donc, un peu plus tard, en sortant du bar et en marchant dans la rue, il tombe sur le personnage de Salma Hayek, qui est une bibliothécaire et qui va lui venir en aide, qui va le récupérer à moitié mort dans la rue et qui va tout de suite le ramener dans sa bibliothèque pour le soigner. Vous noterez qu'il aurait pu tomber sur n'importe quel retraité ou Ned Flanders en puissance, mais non, lui, il tombe sur la meuf la plus triquante de tout Mexique. Ça va, il n'a pas tout perdu dans sa journée quand même. Comme elle est bibliothécaire, elle possède naturellement des bouquins sur l'anatomie humaine, ce qui va lui permettre de le soigner à domicile. Et comme elle farfouine aussi pas mal, elle a regardé ce qu'il y avait dans son étui à guitare, et elle a trouvé tous les flingues. Il va donc falloir qu'il réponde à quelques questions, le bougon. Il va donc être obligé de lui raconter son histoire, et là, je suis désolé pour ceux qui n'ont pas encore vu El Mariachi, mais je vais être obligé de le spoiler un petit peu, puisque la partie qu'il va raconter à Salma Hayek raconte un petit peu les événements qui se sont passés dans El Mariachi. À savoir que y a eu confondaison au niveau des étuis à guitare, qui s'est retrouvé avec un étui à guitare bourré de flingues, que les gangsters l'ont pris pour le mauvais gars, et qu'ils ont cherché à tout prix à l'éliminer, que ça a fini par lui coûter une main, donc il ne peut plus exercer son métier de mariachi, et puis ça a coûté la vie à la nana dont il était tombé amoureux. Donc à partir de là, bien entendu, il a quand même réussi à la venger à la fin du premier film, mais il s'est mis en tête de rechercher tous les membres du cartel dont faisait partie le gars du premier film, pour les éliminer les uns après les autres, puisque maintenant qu'il peut plus jouer de guitare, et qu'il a cet étui rempli de flingues, il n'a plus vraiment d'autre but dans la vie, quoi. Et évidemment, comme dans le fond, il fait tout ça par amour et que c'est une femme, ça va toucher le petit cœur de Salma Hayek, qui va se prendre d'affection pour lui et décider de l'aider. Sauf que ce qu'elle n'a pas dit à Antonio Banderas, et ça va faire du foin quand il va s'en rendre compte, c'est que sa bibliothèque, elle appartient à Bucho. Et que lui, il s'en sert un petit peu comme plaque tournante pour son business, puisqu'il y planque de sa camelote, on va dire. Et que pour ça, il arrose gracieusement le personnage de Salma Hayek, qui prend ses billets et ferme les yeux pour pas voir les agissements de Bucho. Et ça, Antonio Banderas, ça va pas lui plaire des masses, si tu veux. Sauf que elle va quand même se racheter à ses yeux, puisqu'elle va lui expliquer que elle n'avait pas vraiment le choix de faire autrement, mais que apparemment, comme elle tient à lui quand même, elle va continuer à essayer de l'aider. Sauf que le Bucho, quand il va se rendre compte que la nana, pour qui il a un coup de cœur, et qui lui résiste apparemment depuis un moment. En plus, elle planque dans sa bibliothèque le mec qui le cherche partout pour le buter, ça va pas trop lui plaire, quoi. Il va donc faire une grosse descente en ville accompagné de tous ses hommes de main, histoire de faire cramer la bibliothèque de Salma Hayek, avec eux dedans. En tout cas, c'est ce qu'il pense. Donc voilà pour cette mise en bouche de Desperado. Encore une fois, je ne vais pas aller plus loin parce que je vais vous laisser quelques éléments de l'histoire à découvrir en regardant le film. C'est quand même le mieux. Si vous savez tout, vous n'aurez pas envie de voir le film. Et ce serait carrément dommage parce que ce film-là, il est assez génial au niveau de la réalisation, au niveau de son côté complètement barré, c'est du vrai cinéma, ça pète de partout, les mecs qui s'envolent dans tous les coins, des coups de feu pouf, les mecs qui volent à 5-6 mètres, ils s'éclatent contre les murs, tout ça, c'est du vrai spectacle, honnêtement, il faut voir ça, en plus c'est entièrement en practical, hein, là on n'a pas d'effets spéciaux numériques, clairement c'est tout du réalisé sur le plateau. Alors bon oui, bien sûr, il va y avoir des effets de plateau, mais il n'y a pas d'effets spéciaux numériques, c'est-à-dire de rajout par ordinateur, une fois au montage et tout ça. Là, on n'en est pas encore à cette époque-là, et surtout avec le budget de 7 millions de dollars. Parce que bon, clairement, même si c'est bien mieux que les 6 000 dollars d'El Mariachi, 7 millions de dollars, ça permet pas vraiment de se payer des images de synthèse et tout ça. Autant que je vois pas vraiment ce qu'elle viendrait foutre dans ce film. Parce que là, on est encore à une époque où on se demandait si ça valait le coup avant de mettre des images de synthèse dans un film. Aujourd'hui, on sait qu'on a les images de synthèse, donc dès l'écriture du scénario, on écrit à peu près n'importe quoi, sachant qu'on va pouvoir le réaliser, quoi. À l'époque, il fallait vraiment qu'il n'y ait pas le choix de faire autrement pour mettre des images de synthèse. Donc ma note pour ce film, vous l'avez compris, encore une fois, elle va être assez élevée, parce que moi, Desperado, c'est un film que j'adore. C'est l'aboutissement d'un réalisateur qui en a bavé pour arriver jusqu'à là. Là, on lui offre l'opportunité enfin de faire un premier film vraiment professionnel. Et clairement, il gâche pas l'opportunité, puisque dès ce premier film professionnel, il nous offre un
carrément un blockbuster, parce qu'en plus le film a quand même super bien marché quand il est sorti. Il a surpris tout le monde et il est presque devenu un petit phénomène, au même titre que Pulp Fiction par exemple. Et puis bah voilà, il a permis à Robert Rodriguez de continuer dans cette voie et heureusement parce que bah, il nous a quand même livré pas mal de pépites. Moi j'aime beaucoup ce réalisateur, j'aime sa totale liberté de faire ce qu'il veut. S'il a envie de faire un film moins bon, un truc genre Spy Kid, il le fait. Il se cantonne pas à un registre parce que c'est là qu'on veut le voir, il fait ce qu'il veut. Voilà. Contrairement peut-être à Steven Spielberg, qui lui s'est pas mal dans sa carrière interdit des choses, parce que ça correspondait pas à l'image qu'il avait envie de renvoyer au public. Notamment, je pense à Poltergeist. Bon, ben, Poltergeist, il n'a pas voulu le réaliser parce qu'il s'est dit, aux yeux du public, je commence à devenir un réalisateur familial. J'ai pas envie de perturber les familles et tout ça en leur livrant un film d'horreur qui serait interdit au moins de 18 ans. C'est pourtant avec ça qu'il avait commencé sur Les Dents de la Mer. Mais le fait est qu'après E.T. et tout ça, il était quand même devenu un peu plus familial. Sauf que là, je me suis connement perdu dans mes explications sur Steven Spielberg, et j'ai pas donné la note à Desperado. Donc je vais la donner maintenant, et je vais lui donner un 17. Allègrement un bon 17. Voilà. Et tout ça pour dire que Robert Rodriguez, c'est un réalisateur qui fait ce qu'il veut. On en termine donc pour ce diptyque consacré à El Mariachi et Desperado. Il existe bien sûr Desperado 2, mais comme je l'ai en DVD à part, c'est-à-dire tout seul, je vais attendre de le piocher pour vous en parler. Et voilà ce que je pouvais dire sur Desperado et El Mariachi. Si ce que je peux rajouter sur Desperado, c'est que l'avantage qu'il a en plus ce film, c'est qu'il peut aussi être vu tout seul, c'est-à-dire qu'il va pas y avoir forcément besoin de voir El Mariachi ou même Desperado 2 pour tout raccorder. Ça se raccorde, mais ça peut aussi se regarder tout seul, séparément. C'est-à-dire qu'on a le droit de kiffer Desperado sans forcément aimer El Mariachi ou Desperado 2, et ainsi de suite, vice versa et compagnie, quoi. C'est valable dans tous les sens. Et puis sur ce, moi, il va me rester à remercier tous ceux qui sont allés jusqu'au bout de cette vidéo, de ces deux vidéos d'ailleurs. J'espère que vous aurez aimé ce résumé des deux films. Comme d'habitude, ce petit moment où on vous tend le chapeau pour que vous mettiez la pièce, hein. Donc en l'occurrence là, c'est ce moment où on vous demande de vous abonner, de partager, de liker, de commenter si le cœur vous en dit. Donc là pour vous, la pièce c'est ça, ça ne vous coûtera pas un rond en vrai. Et puis moi je vais vous dire à bientôt pour un prochain numéro du Film au Pif. Tchou!